Bienvenue à tout le monde, ici présent, sur notre channel, pour aborder aujourd'hui, des notions d'uniformologie. Voilà, donc je vais rester, assez succinct quand même dans l'uniformologie parce que c'est un monde très vaste. Mais, j'ai voulu aborder ce sujet parce que certaines personnes, ont commencé la reconstitution depuis, seulement quelques années et ils arrivent dans ce monde de la reconstitution et à des moments, je pense qu'il manque, certaines notions, qui sont, primordiales pour notre reconstitution et entre autres, l'uniformologie. Alors l'uniformologie ne fait pas tout, hein, le reconstituer un uniforme ne fait pas tout. On a abordé dans des conférences précédentes, tout ce qui va, autour, c'est-à-dire, les cantonnements, la vie, du soldat et j'en passe. Mais je voulais aborder, l'uniformologie aussi parce que, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Alors c'est très personnel, mais si aujourd'hui, moi je suis, passionné et féru, de la période napoléonienne, c'est parce que en fait, je suis tombé dans certains bouquins quand j'avais encore 18 ans, alors que voilà, j'allais commencer la reconstitution historique et je suis tombé sur certains bouquins qui m'ont fait aimer cette période, voilà. Bien plus que le mythe autour de l'empereur, tout ça, c'est, les uniformes, qui m'ont fait aimer, toute cette période. La Grande Armée a été très riche en uniformes. Voilà, je pense que je vais pas apprendre grand-chose aux anciens, ici présents, qui ont mené pour certains des recherches, assez poussées. Mais voilà, je vais récapituler un petit peu, ce qu'est l'uniformologie, pour intéresser ceux qui n'ont pas encore, trop abordé le sujet. Mais j'aimerais vraiment que, essayer que ce sujet devienne plaisant pour, certains d'entre vous, parce que l'uniformologie est une science, hein, en soi. L'uniformologie, c'est la science de l'uniforme. Alors, j'ai cherché d'abord à comprendre, à avoir une définition de l'uniformologie. J'ai été chercher sur les dictionnaires français, type Larousse, Petit Robert, tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est que l'uniformologie, ça m'a rien ressorti. Seul Wikipédia, désolé, mais seul Wikipédia m'a sorti quelque chose. Et donc, je vais vous lire voilà, ce que Wikipédia dit de l'uniformologie. L'uniformologie est un domaine de recherche historique qui étudie les uniformes et les effets militaires à travers les âges et les civilisations. Il a pour principaux sujets d'étude les effets vestimentaires, chaussures et coiffures militaires, équipements individuels, les insignes d'unité et de grade, ou encore les décorations militaires, mais se consacre également à celle des uniformes d'institutions civiles ou paramilitaires. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, hein. Wikipédia a une fiche sur l'uniformologie. Il y a même des photos qui voilà, vous permettent de voir ce qu'est l'uniformologie. Je vais rester, moi, pour la période napoléonienne, en tout cas. Donc l'uniformologie, c'est la science de l'uniforme. Certains, alors vous allez souvent trouver que l'uniformologie commence au 19e siècle. Alors pour notre période de reconstitution napoléonienne, bien sûr que ça commence au 19e siècle, hein, après notre période de prédilection, hein, c'est après que va arriver les premières études sur les uniformes de l'Empire. Mais en soi, l'uniformologie au sens large du terme, ça vient même avant, hein, l'étude des habits médiévales par Viollet-le-Duc, et encore, j'en passe. Donc la science de l'uniformologie, pour notre partie napoléonienne, on peut déjà citer quelques grands noms, dont certains connaissent, qui ont travaillé sur cette période. On connaît Job, donc Job qui était Job, Jacques Ombré de Fréville, voilà, donc juste si on prend les premières lettres de son prénom et nom, ça obtient Job. C'est un dessinateur et caricaturiste et illustrateur français de Bar-le-Duc. Il est né en 1858 et mort en 1931. Voilà. Donc Job a fait beaucoup d'ouvrages sur la période napoléonienne. Jacques Onfroy de Bréville. Donc il a fait les beaux-arts.
Et ensuite, il a fait plusieurs ouvrages que je vous invite à consulter. Il en a fait beaucoup, hein. Il a fait beaucoup de publications. Euh, donc ensuite, on a Édouard de Taille qui a fait énormément d'illustrations aussi, euh, assez assez intéressantes période. Rousselot, bien sûr. Alors Édouard de Taille, 1848-1912, voilà. Euh, donc il a beaucoup travaillé sur l'uniformologie, hein, et les scènes militaires, surtout sur le Premier Empire. Voilà. Après, on découvre Rousselot. Rousselot arrive un peu après parce qu'il est né en 1900. Lucien Rousselot, pareil, qui a beaucoup travaillé sur l'uniformologie. Alors, je pourrais vous abonder le channel de support conférence. Je le fais pas. Je pourrais mettre toute une tonne d'illustrations de toutes les personnes que je vous cite pour vous montrer la science de l'uniformologie, mais ça serait super long. Donc, je vous invite juste à noter, si vous voulez, les noms que je vous cite et à aller voir après tous les travaux qu'ils ont faits. C'est assez exceptionnel. Je pense que si vous êtes intéressé par les uniformes, vous allez être rassasié. Voilà. Plus récemment, je pourrais citer François-Guy Ourtoul, qui est né en 1925. Je le cite tout particulièrement. En fait, c'était un chirurgien, hein, un homme de lettres, chirurgien, né en 1925, qui est décédé en 2009. Je le cite parce qu'en fait, il a coécrit un livre, parce qu'il n'était pas tout seul. Il y avait Ourtoul et Jacques Girbal et Patrice Courcelles. Voilà. Ils ont fait un bouquin, Soldats et uniformes du Premier Empire. Vous le trouvez sur Amazon, il est à une quarantaine d'euros. Je le cite parce qu'en fait, c'est l'un des 2 premiers bouquins que personnellement j'ai eu en main et qui m'ont fait aimer cette période, avec des scènes très vivantes, très parlantes, voilà, qui sont à la fois une étude de l'uniformologie et puis un peu de l'art en soi, parce que tous les uniformes qu'ils présentent sont dans une scène de bataille, souvent, ou pas, hein, une scène de vie, même, il y a des scènes en casernement qui sont fort intéressantes. Voilà. Donc ça c'est pour le premier bouquin et que j'avais fortement apprécié. Et l'autre, vous le connaissez, c'est La Grande Armée de Victor Huen. Victor Huen, né en 1874 et mort en 1939, qui n'a pas fait que sur l'Empire, hein. Il a aussi fait des dessins sur la Première Guerre mondiale, je crois. Voilà. En tout cas, c'était un peintre militaire, Victor Huen. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes que je viens de citer, Job, De Taille, Ourtoul, Rousselot, Huen, je pourrais en citer un autre, Funken, qui a fait un bouquin aussi d'uniformologie, enfin plusieurs, hein, ouvrages d'uniformologie que vous pouvez trouver ci et là sur eBay, Amazon, je sais plus, mais sur eBay de temps en temps il y a des occasions. Funken est né en 1921 et est mort en 2013. Avec sa femme, ils ont fait plusieurs ouvrages. Donc, ce qui est intéressant, c'est le travail qui a été fait par tous ces peintres, illustrateurs sur l'uniforme. Quelles ont été leurs sources? Parce que nous, quand on essaye de reconstituer quelque chose d'assez poussé, assez historique, on essaye de rechercher, on essaye d'avoir des sources dites primaires. Donc les sources primaires, voilà, souvent, ce n'est pas forcément des dessins, même si je pourrais parler tout à l'heure des petits soldats d'Alsace. Donc les sources primaires, ça va être les règlements, ça va être ce qu'on va trouver dans les archives militaires au service historique de la défense, dans les cartons des
des régiments, voilà. Donc, ils vont nous donner des indications sur l'état de propreté, sur voilà les effets dont étaient dotés les soldats, mais ça va pas nous donner forcément d'indications sur l'uniforme en lui-même. Et ça, on pourrait vous donner avec Guillaume des exemples très concrets pour le 17e léger, puisqu'on a été chercher, enfin surtout Guillaume a été dans les cartons du SHD concernant le 17e léger. On s'attendait à avoir des détails uniformologiques qu'on n'a pas forcément obtenus. Donc, malheureusement, on a dû prendre pour référence d'autres sources. Et les autres sources, c'était souvent des sources secondaires qui venaient pas de l'armée et qui venaient de dessinateurs. J'ai oublié au milieu de Job, de Taille, Urtul, Rousselot, Funken, de citer aussi Bucquoy. Bucquoy, très important, même le commandant Bucquoy, donc uniformologue français, 1879, Bucquoy, voilà. Donc on a eu toute une série vraiment d'illustrateurs sur cette période-là. Et Bucquoy a fait a beaucoup travaillé sur les uniformes. Il a une série de livres que je vous invite à, à collectionner si vraiment ça vous intéresse, bien sûr, toute cette science de l'uniforme. Il y a une série de bouquins, je ne sais plus combien il y en a, une dizaine, sur l'infanterie de ligne, la légère, la garde, les dragons, enfin la cavalerie en général, la garde impériale. Voilà, personnellement, j'en ai que 6, je trouve les autres, mais c'est très intéressant. Et Bucquoy s'est inspiré quand même beaucoup de sources dites primaires pour essayer de mettre sur un papier, mettre en dessin tout ce qu'il avait trouvé. Donc c'est ça qui est, je pense, intéressant dans tout ce qu'ont fait les uniformologues jusqu'à maintenant, c'est essayer de rechercher dans les sources primaires toutes les tout ce qui pouvait leur permettre de dessiner aussi authentiquement possible les uniformes d'une période. Je dis bien d'une période parce qu'on sait que, par exemple, entre 1789 et 1815, donc la période qui nous concerne, nous, voilà, en reconstitution, pour faire un peu large, en fait, il y a eu 4 ou 5 uniformes différents. Donc, c'est quelque chose de très large. Et c'est pour ça aussi que l'uniformologie n'est pas une science exacte et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne saura jamais. Ça fait maintenant 15 ans que je m'y intéresse et encore aujourd'hui, avec des personnes ici présentes dans le Channel, on a encore des discussions où on n'a pas de réponse. Il y a beaucoup de choses encore où on n'a pas de réponse, où les grands uniformologues n'ont pas eu de réponse. Nous, on n'en a pas aujourd'hui, alors qu'on est à l'heure de l'Internet et des recherches quand même, je pense, assez poussées. On a accès à énormément de choses. Mais, mais voilà, on n'arrive pas à tout avoir. D'un côté, c'est ça qui est plaisant dans l'uniformologie, puisqu'en fait, ça nous permet de toujours pouvoir aller plus loin, essayer de rechercher toujours plus loin et toujours remettre en question aussi nos connaissances. C'est très important, je pense, en uniformologie, puis même en reconstitution, pour extrapoler, de, hem, de remettre en cause, remettre en question nos connaissances, parce qu'à des moments, on reste sur certains, on peut rester figé sur certaines positions, alors qu'en fait, si on se remet en question, ça permet à des moments de repartir dans une autre direction et de trouver la solution. S'il y en a qui cherchent après, du coup, à s'intéresser à l'uniformologie, je pourrais vous envoyer des liens vers les ouvrages des personnalités que j'ai citées tout à l'heure. Hein. Donc, il y a beaucoup sur le marché. Il y a beaucoup
de livres sur l'uniformologie française, enfin des uniformes français et étrangers. Je crois qu'il y a une question qui est justement, c'est donc voilà pour l'appréciation pour les grandes lignes sur l'uniformologie. Euh, il y a une petite chose quand même que je veux aborder, c'est que bien souvent, les illustrateurs du 19e siècle, voire du 20e siècle, ne donnent pas leurs sources. Alors c'est souvent problématique parce qu'en fait c'est des gens qui travaillent beaucoup et c'est normal. Comme beaucoup de gens, ils vont pas une fois qu'ils se sont décarcassés pour trouver des informations, ils vont pas forcément dire où est-ce qu'ils ont trouvé. Donc quand on a un dessin d'un uniforme qui ne date pas de l'Empire, qui a été fait 100 ans après, on peut toujours remettre en question ce dessin, dire voilà, bah ok, c'est très bien, ce monsieur, il a dessiné l'uniforme de tel régiment en telle année, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon ou pas? Donc bien souvent, ben voilà, les Bucquois, les Rousselot, et j'en passe. Je pourrais citer aussi les illustrateurs modernes, Patrice Courcelles. Il y en a d'autres aussi qui sont à l'étranger sur la période. Enfin, en Amérique, s'il y en a qui connaissent, Don Troiani aussi, qui fait des études fascinantes, des dessins extraordinaires. Il y a eu Cass Rocco aussi qui a fait des dessins très intéressants. Euh, mais on peut toujours se dire, OK, est-ce que ces illustrateurs s'appuient sur des sources historiques, donc vraiment qui datent de la période qu'ils essayent de représenter, ou est-ce que c'est imaginé? Je dis ça parce que on a eu bien souvent aussi des dessins qui nous sont parvenus nous aujourd'hui et qui vont un peu à l'encontre d'une certaine réalité, on le sait maintenant, et qui entretiennent le mythe. Alors ça va faire sourire certains dans le Channel, je pense, mais l'image d'Épinal, par exemple, on parle de l'image d'Épinal qui représente voilà ce que va retenir le grand public. Voilà, le grenadier de la garde en belle tenue. Voilà, c'est l'image d'Épinal. Et ben, c'est une illustration. Hein, on peut dire, je ne sais pas si on peut vraiment classer ça dans l'uniformologie, mais souvent les gens vont retenir ça. Alors que ce n'est pas forcément une réalité pour définir toute l'uniformologie de l'infanterie française sous l'Empire. Euh, voilà, ça c'est une petite aparté. Mais il faut faire attention, bien sûr, quand on va étudier l'uniformologie, qu'on va tomber sur des illustrateurs fin 19e ou au 20e siècle. Faut toujours, je pense, prendre un petit peu de pincette sur ce que les uns et les autres ont dessiné. Ce qu'ils ont fait, bien souvent, hein, ceux que j'ai cités tout à l'heure, c'est un travail quand même énorme et ça nous en envoie plein les yeux. Mais il faut quand même prendre des pincettes, surtout si après on veut reconstituer certaines choses. Donc il faut pas hésiter à recouper les informations, à aller chercher, comme nous on l'a fait au 17e léger, aller chercher, aller, ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'on essaye de rechercher des sources dites primaires pour recouper pour essayer de retrouver ce qui ont été dessinés dans les sources secondaires de ces fameux illustrateurs, de ces fameux uniformologues. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une source très intéressante, qui est une source d'époque, qui mérite qu'on lui porte toute son attention, c'est les petits soldats d'Alsace. Alors les petits soldats d'Alsace, ça a duré bien après l'Empire, hein, donc faut vérifier les collections. Mais il y a eu les premières études uniformologiques, on va dire. Certains dessinateurs ont fait des petits soldats. Guillaume, je ne sais pas si tu peux, dans support conférence, essayer de mettre ceux qu'on a, nous.
Euh, donc, ce sont des dessinateurs. Comment il s'appelle, Burch. Je cite Burch parce que je sais qu'il a peint le 17e léger. Et Burch sous l'Empire. Merci Guillaume. Voilà, vous voyez sous support conférence. Ça va s'afficher. Burch a peint des petits soldats. On appelle ça les petits soldats d'Alsace parce que c'est en Alsace. Donc c'est surtout intéressant pour les régiments qui sont passés par l'Alsace, puisque Burch, qui était présent en Alsace à cette période-là, a vu les régiments passer sous ses yeux, et donc il les a dessinés. Il a fait des petits soldats en papier qu'il a peints avec un détail assez impressionnant et très intéressant. Les éditions d'origine valent maintenant une fortune. On a réussi à avoir des photos, nous, en ce qui concerne le 17e léger, à la Scuti, voilà, avec des dessinateurs comme Fest. Voilà. Attends, je vais mettre les petits soldats d'Alsace, Guillaume. Les deux premières images, donc la première que Guillaume a mis, c'est issu des illustrations de Bucquoy, enfin des livres faits par Bucquoy, avec des illustrateurs comme Fest, j'ai plus les autres, mais il y en a plusieurs, Benini, voilà. La deuxième que Guillaume a mis, on voit les tambours et la musique du 17e léger. Donc ça, c'est issu d'une illustration de UN, le bouquin La Grande Armée, très intéressante. Il y a une trentaine de planches dessinées par UN, je vous le conseille. Et voilà. Après, vous voyez les photos qui vont apparaître, des petits soldats de papier peint montés sur des petits socles en bois. Voilà. Donc si vous voyez ça, c'est ça, les petits soldats d'Alsace. Et ça, ces petits soldats-là, ils ont été peints voilà, durant l'Empire. En tout cas, ceux que vous voyez là, ça a été peint durant l'Empire par Burch. Donc, on peut considérer que voilà, c'est une source pour nous, une source entre guillemets, ce qu'on va appeler source primaire, sur laquelle on s'appuie parce que c'est une des seules sources qu'on a de cette période-là et qui date de cette période-là. Voilà, comparé à ce qu'on va trouver après. Et on sait après par recoupement, par exemple, en ce qui nous concerne, que tout ce que Bucquoy, tout le travail énorme qu'a fait Bucquoy ensuite dans tous ses ouvrages, il s'est reposé sur cette collection, par exemple, en ce qui concerne le 17e léger. Donc on peut imaginer qu'il a aussi eu en main, ou du moins il a eu accès à des collections de petits soldats, par exemple, pour redessiner derrière à l'aide des artistes qu'il avait sous la main ou des dessinateurs qu'il avait sous la main pour faire ses propres bouquins. Voilà. Donc ça, c'était la première approche. La deuxième approche, elle est purement réglementaire. L'uniformologie, si on veut étudier l'uniformologie, on peut se baser aussi purement sur les règlements. Et pour ça, je conseille quand même beaucoup le Malibran. Certains l'ont déjà. Le Malibran, alors Malibran était un ingénieur en fait des ponts et chaussées en retraite quand il a écrit son bouquin. C'est marqué dans le bouquin que j'ai sous la main là avec vous. Et donc c'est une édition de 1904. Donc ça veut dire que ça date pas d'hier. Et Malibran a fait ce qu'on appelle un guide à l'usage des artistes et des costumiers contenant la description des uniformes de l'armée française de 1780 à 1848. Alors Malibran a quand même fait un travail extraordinaire parce que Malibran, lui, il est allé, alors que, voilà, pareil, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il a retrouvé les règlements
Il a été chercher les règlements, les décrets, tout ce qui pouvait toucher à l'uniformologie. Donc tout ce qu'il a pu avoir sous la main, et ben, il l'a mis dans un ouvrage que je vous conseille d'avoir, et il en fait du coup une description des uniformes. Par moment quand même, il annote, hein, en disant que, voilà, bah, le règlement, prescrit telle chose, mais que, dans certains régiments, il y a eu des variations, hein, parce que ça a été monnaie courante, durant l'Empire, surtout début Empire. Après, à partir de 1812 et la réforme Bardin, on sait que c'est moins flagrant, ça sera beaucoup plus, proche du règlement. Mais ce qui est intéressant, c'est que durant l'Empire, quand même, il y a eu beaucoup d'extravagances. Souvent, les colonels, hein, donc hein, les chefs de régiment, se sont permis certaines choses, certainement beaucoup par envie de se démarquer des autres, peut-être. À des moments parce qu'ils n'ont pas eu le choix, hein. Quand il a fallu renouveler un équipement, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, ce qui n'était pas forcément la couleur règlement prévue par le règlement, mais on a l'exemple en Espagne. En Espagne, on voit beaucoup de d'uniformes ou d'effets, d'équipements en tissu marron parce qu'ils avaient ça sous la main, tout simplement. Euh, et ils n'avaient pas l'approvisionnement qui venait de France avec la bonne couleur réglementaire. Donc ça, c'est toutes les joies de l'uniformologie, de pouvoir essayer de trouver ça, de pouvoir trouver ces petites choses qui ont fait la grande histoire, parce que avant tout, je pense que outre les batailles, ben c'est vraiment une des choses qui ressort le plus, enfin du moins de ce que je vois moi de mon côté, ce sont les uniformes. Ce qui plaît le plus au public, on fait des reconstitutions. Ce qui interpelle le plus les gens, ça va être les uniformes. La beauté des uniformes, leur extravagance. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de se pencher dessus. Voilà. Donc, pour revenir à Malibran, vous en avez souvent certaines éditions sur eBay. Malheureusement, c'est pas accessible à tout le monde, hein, parce que les éditions du Malibran, voilà, c'est minimum, je crois, 200 euros. Donc voilà. Et puis c'est assez technique quand même, hein, parce que c'est beaucoup de réglementaires. Ça va se pencher euh, sur comment étaient faites les épaulettes. Ça va vous donner des cotes. C'est ce que tu as publié là, Malibran. Merci Pierre, dans Support Conférence, où vous verrez le Malibran uniforme, voilà, sur AB Book. Voilà, voilà. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent aux uniformes et qui veulent même les faire refaire, bah, même si vous voulez un jour, voilà, refaire vous-même votre uniforme, et ben le Malibran, bah, c'est très intéressant parce que ça va vous donner plein d'indications pour le refaire. Voilà. Donc ça, c'était l'approche assez large de l'uniformologie. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail parce que après c'est très complexe. C'est une science à part entière. Donc je pourrais vous redonner en aparté après tous les noms. Je pourrais vous les mettre en support conférence. Tous les noms des principaux uniformologues qui ont fait beaucoup d'ouvrages sur la question et qui, je pense, vous intéresseront. Ensuite, ce que je voulais aborder, un peu plus de détails sur l'uniforme en lui-même. Parce que à des moments, je trouve qu'on se trompe dans les noms spécifiques à l'uniformologie. Et pour ça, je voulais quand même qu'on aborde certaines choses. Ça va être assez succinct, mais en ce qui concerne l'habit, je vais vous mettre tout de suite une photo. Steve, tu mets en support conférence exemple du manuscrit de Sauerwerd. Donc le manuscrit de Sauerwerd, je ne sais pas si je le dis bien,
Honnêtement, je me suis jamais trop penché dessus, mais il y a eu plusieurs manuscrits qui ont été faits en fait, qui sont des sources très intéressantes. Ce sont alors je sais pas pour Sauerwerd, hein, je connais pas bien, mais ce sont des dessins qui ont été faits, sur la période, et qui sont vraiment très intéressants puisque on peut se dire que les gens qui ont dessiné ce genre d'uniforme, c'est qu'ils les ont vus et ils ont essayé de les retranscrire. Ils ont essayé de les retranscrire aussi fidèlement possible. Donc c'est des sources très intéressantes. C'est comme il y a souvent des dessins. Vous allez certains me diront les dessins du camp de Dresde. On en a parlé un peu, les dessins du camp de Dresde dans les conférences qui parlent par exemple des cantonnements, tout ça. Mais aussi c'est intéressant quand même au niveau uniformologique, même s'il n'y a pas de couleur, pour voir l'état des troupes, comment ils étaient équipés. Et ça nous renseigne, ça nous donne quand même beaucoup d'enseignements. Voilà. Et à des moments, ça permet quand même de nous montrer que souvent, les dessinateurs romantiques du 19e siècle ben, essayent d'enjouer la situation. Je ne sais pas si ça se dit enjouer, mais nous montrent pas forcément la réalité, en tout cas. Ils nous montrent des beaux uniformes, ils nous montrent des belles choses, mais les uniformologues, certains, je dis, hein, pas tous, certains uniformologues du 19e siècle n'ont pas, n'ont pas une approche très historique, malheureusement. Voilà. Donc ces sources, les manuscrits, les dessins du camp de Dresde nous permettent d'avoir une réalité quand même uniformologique plus intéressante. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que Steve a mis l'exemple du manuscrit de Sauerberg. Parce que c'est, je pense, quelque chose qui n'est pas forcément très abordé, et alors que c'est très important. Voilà, je sais pas si ce que je dis est vraiment compréhensible, mais en tout cas, c'est une première approche. L'uniformologie est une première approche à notre constitution, puisqu'on porte un uniforme. Et donc, c'est intéressant de voir d'où ça vient et surtout essayer de reconstituer au plus proche possible nos régiments respectifs. Voilà. Donc il y a plusieurs procédés pour essayer de retrouver les sources qui nous intéressent. Et mais ça, je m'étalerai pas plus là-dessus. Alors, moi, j'essaye de vous mettre une image parce que je veux vous montrer, par exemple, juste sur notre période, voilà, ça s'est affiché en support conférence. Vous voyez juste l'habit. On ne parlera pas forcément tout du reste, mais juste l'habit entre 1786 et 1812, l'évolution de l'habit. Donc c'est très intéressant. Et c'est ça l'uniformologie. Voilà. Donc voilà, ça vous permet un peu de vous rendre compte que c'est un sujet très très vaste, l'uniformologie, et que ne serait-ce que pour vous, si vous avez un uniforme, si vous voulez reconstituer un régiment aussi finalement possible, ben en fait, il vous faudrait plusieurs tenues. Malheureusement, voilà, c'est compliqué et souvent on n'a pas les finances pour. Des termes sur cet habit, l'habit que vous voyez là. Steve a noté que ce document ne montre que les habits de base pour les soldats, pas sous-officiers ni officiers. Oui, bien sûr, parce qu'après, voilà, ça pourrait être très large et je pense qu'on pourrait en parler jusqu'au bout de la nuit. Donc, c'est pour ça que je dis que je fais des notions d'uniformologie et je reste très très large, ce qui n'est pas forcément très complet dans ce que je vais dire et peut-être approximatif par moment, mais voilà, c'est pour aborder le sujet. En tout cas, bien souvent sur cet habit,
Certains font l'erreur, de vous voyez la petite partie qui est, devant, sur le torse, là où il y a les boutons? Souvent on n'utilise pas le bon terme pour définir cette partie-là. Certains vont dire, le plastron, voilà. Non, en fait, ça s'appelle les revers, voilà. Les revers sont importants, puisque en fait souvent, ça fait partie des distinctives, voilà. Les distinctifs d'un régiment, surtout sous, l'Ancien Régime. Donc voilà, ces revers vont être de différentes couleurs. Ensuite, vous avez toute la partie qui descend. Vous avez les basques et les retroussis de basques sur lesquels il y a, de nouvelles, distinctives avec. Là, vous voyez, il y a des petites fleurs de lys, puis des cœurs, voilà. Donc qui vont aussi, dépendre de votre régiment, de votre compagnie, voilà. C'est, heu c'est un sujet encore assez large, peut-être qu'on refera une autre conférence qui permettra d'aborder toutes les différences entre régiments. Ça pourrait être important, ça pourrait être intéressant, du moins, d'aborder, voilà, l'uniforme de l'infanterie de ligne, l'uniforme de l'infanterie légère, l'uniforme des hussards, voilà, avec tous les termes qui vont avec. Parce que vous verrez que en fait, c'est un sujet, très, très large, ne serait-ce que sur un habit. Je pense que ça peut être important que vous sachiez que la partie devant, c'est des revers, la partie qui descend, c'est une basque, que, ce qu'il y a derrière, sur le niveau du cul, vous avez une poche, une fausse poche, qui est dans certains régiments qui est en travers. Donc là, par exemple, sur l'habit, vous avez des fausses poches en travers, mais elles peuvent être en long aussi. Vous avez souvent ce qu'on appelle le passepoil. Le passepoil, c'est un petit liseré qui entoure, par exemple, votre col. En haut de votre col, vous pouvez voir un petit liseré blanc, bleu, pareil autour de vos parements. Les parements, c'est ce qui est en bout des manches. Et le passepoil va aussi indiquer de quelle arme vous faites partie. Voilà. Donc voilà. Ça, on pourrait mettre plein d'exemples différents. Pour ça, il faudrait rentrer beaucoup plus par exemple, dans le Malibran et puis dans les images de Rousselot. Mais dans support conférence, le mieux, c'est que après dans support conférence, je vous mette des liens que vous pourrez consulter sur ces planches uniformologiques, toutes ces études uniformologiques qui sont intéressantes, voilà, qui sont intéressantes pour nous, en tout cas, reconstitueurs, voilà. Donc c'est très large, ce que j'ai abordé, pas forcément très détaillé, mais voilà. Je voulais vous faire part du peu de choses que je connais, sur cette partie uniformologique, qui nous tient en haleine, en tout cas, nous, dans notre groupe, entre autres le 17e léger, puisque, puisque pour parler d'un cas concret, on se retrouve parfois, bloqué, suivant, l'année, à laquelle, on souhaite, par exemple, quand on souhaite participer à une reconstitution, en 1814, et ben, on est bloqué parce qu'on ne sait pas si les habits qu'on a actuellement dans notre régiment, sont bons. Et pour ça, ben, on fait notre propre, étude uniformologique pour essayer de voir comment on pourrait faire d'être compatible, pas dire histocompatible, ça rappelle, certains souvenirs, mais en soi, c'est un peu ça. Et c'est pareil, avec, certains, on abordait, potentiellement un projet, je ne vais pas en dire plus, un projet de reconstitution, sur la période, 1793? Non, 1794? Je sais plus. Et là, on se disait: «Mais OK, mais quels sont les uniformes qui existaient, à cette période-là?» Est-ce que, si on veut se faire une reconstitution, assez fidèle à cette période-là, est-ce que déjà il existe des groupes qui ont les uniformes,
qui conviennent. Ceux qui n'ont pas les uniformes qui conviennent, est-ce qu'ils pourraient potentiellement obtenir ces uniformes, les confectionner? Voilà. C'est des questions assez larges, mais au fond, c'est des questions de fond de notre Constitution. L'autre fois, quand je faisais une conférence sur l'histoire de la reconstitution, j'ai montré des photos, par exemple, de Waterloo dans les années 90, je crois, je sais plus. Début des années 90, des photos de Waterloo où en fait on a beaucoup de groupes qui sont habillés en révolutionnaires. Et ben voilà. En soi, pour bon nombre d'entre vous, aujourd'hui, ça peut choquer. Et on peut se poser la question, alors que ce sont pas du tout les bons uniformes. Mais ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'on voit, c'est que pour la période campagne de Belgique, et ben, en fait, peu de groupes ont les uniformes adéquats. Voilà. Donc voilà, c'est difficile de dire à tout le monde de réinvestir dans des bons uniformes. Hein. Ça j'en conviens. Hein. Mais voilà. Les bicornes ont arrêté d'être fournis à l'armée en 1800. Certains m'arrêteront si je dis une bêtise, mais je pense qu'à partir de 1806, on a plus de 1809. Merci Steve. Bon, voilà. 1809 et la durée de vie d'un bicorne, Steve, tu l'as. Ça va pas chercher bien loin. Donc entre-temps, voilà, il y a eu du renouvellement d'équipements, il y a eu l'usure, il y a eu s'il pleut ou s'il fait beau. Ouais, bah s'il pleut, s'il pleut, vas-y, dis s'il pleut, le bicorne, hein, ça se ramollit un petit peu. 3 jours, ouais, d'accord. Bon, voilà. Donc bon, non, mais tout ça pour dire, c'est une anecdote, c'est un cas concret, mais tout ça pour extrapoler. Je pense que l'étude de l'uniformologie, l'étude de nos uniformes, l'étude de notre équipement, c'est très important parce que c'est très important pour nous, parce que si on est un minimum consciencieux, on essaye d'être le plus historique possible quand même. Hein. C'est quand même le minimum qu'on puisse faire. Il y a des mecs à l'époque, ils ont porté ça, ils ont porté tout cet équipement. Voilà, ils ne demandaient pas forcément d'être dans l'armée, ils y étaient quand même. Donc on essaie quand même de leur rendre hommage et le minimum qu'on puisse faire, c'est essayer euh, de, de s'approcher d'une certaine réalité, quoi. Pour nous, pour eux à l'époque, et puis pour le public qui vient nous voir, qui souvent n'y connaît rien, ben pour lui rendre service, faut qu'on essaye de lui montrer quelque chose de plausible, quoi. Et vu que le public qui connaît rien, ben c'est nous les reconstitueurs, c'est nous qui sommes censés connaître. Voilà. Je dis pas que tout le monde doit connaître, mais je pense qu'on est censé montrer un minimum de réalité quand même. Et c'est là où l'uniformologie prend tout son sens. Donc voilà, j'espère pas avoir dit trop de bêtises. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, j'ai quand même tenu 50 minutes pour ça. J'ai rien préparé en plus, hein, je m'excuse, mais j'étais un peu à l'arrache cette semaine. J'ai fait un peu avec ce que j'avais sous la main et puis mes connaissances. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, je vais regarder déjà alors, foire aux questions, qu'est-ce qui a été posé? Tac, tac, tac. Enzo, si un bicorne dure 3 jours, comment faisait-il si le bicorne était usé? Détenu, bonnet de police. Pardon? Ouais, vas-y Steve, on t'entend. C'est Guillaume qui m'a dit de prendre la parole à ce moment-là parce que ma connexion est tombée au moment où je postais le Zawarwide et tu m'as dit la parole. Ouais. Juste pour Zawar, du coup, je sais pas qu'est-ce que tu as donné comme réponse. Et c'était juste pour montrer que contemporain des petits soldats d'Alsace, en fait, il y a des mecs qui ont croqué sur le vif les troupes qui passaient dans leur pays.
Ouais. Au moment où ils y étaient, ces mecs, c'est le manuscrit d'Auerweide, le manuscrit dit du bourgeois de Hambourg, Ouais. et, euh, et donc voilà, il y a des éléments qui permettent d'apporter des réponses là où le règlement est défaillant, comme par exemple, je prenais l'exemple du la banderole du baudrier du porte-drapeau. Pendant très longtemps, on n'a pas su exactement à quoi ressemblait. On avait la couleur à peu près, on avait la taille de l'embout, on avait tout ça. Mais dans les faits, en fait, c'était très compliqué. C'est vers l'année 2010, je dirais, où c'est grâce à Google Books et aux recherches des uns et des autres, en fait, ces manuscrits sont vulgarisés, c'est-à-dire qu'ils ont été Mhm. apportés à nous les non-savants. Voilà, c'était juste ça. Et pour le licorne qui dure 3 jours, en fait, les mecs, ils gardent leur licorne, c'est terrible. Mais on a des très bons exemples. Ils gardent leur licorne tout pourri, tout pourrave, au maximum, ça ressemblait à rien. Et pareil pour les chapeaux, hein, faut pas croire, on a eu des chapeaux à l'époque, ils ressemblaient à rien après quelques mois de campagne. C'est Martin qui raconte quand il traverse, après la bataille d'Anneau, quand il traverse le Rhin, euh, il explique que en fait, son shako, c'est une crêpe. Il n'y a qu'une seule chose qui est bonne dessus, c'est la plaque. Et en fait, le shako est complètement patiné. Son frac qui le suit depuis l'école de Fontainebleau ne ressemble plus à rien. Les mecs gardaient ce truc-là. Et il y a des études qui avaient été montées dans les années 70. Et il y avait eu un projet d'uniforme en 1976. Hein, c'était à l'époque, c'était les comptes de Saint-Germain. Parce que le problème des chapeaux et du feutre, c'est que d'une part, ça pourrait très vite. Et en plus de ça, ce qui va avec, c'est que les mecs, ils sont malades. Ils ont des problèmes, ils perdent leurs cheveux, la grille, les poux, ils les ont tous. Il y a eu des projets d'aménagement justement pour régler le problème. Mais comme ça ne correspondait pas à la mode, le projet a duré 2 ans et après, il a vite en danger. Donc, il ne reste pas beaucoup d'éléments. Non, 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 mais vas-y, tu fais bien. En tout cas, ouais, ouais, pour revenir sur le manuscrit de je le dis mal, Sauerwerth, c'est en effet, bref, voilà. AOR Vibe. Ouais, voilà. Non, mais c'est très intéressant parce que, comme l'a dit Steve, ça permet ces documents qui ont été croqués, qui ont été dessinés à cette époque-là, nous permettent de nous renseigner sur beaucoup de choses où on peut avoir des doutes. C'est sûr que maintenant, depuis 10 ans, je vais dire, quand même, il y a beaucoup de choses qui ressortent sur Facebook. Je vous invite à aller voir. Ouais, bah voilà, la béquille cite Stéphane Broyard, hein, qui est un ami qui n'est pas reconstitueur, mais qui a travaillé enfin, qui aime l'uniformologie en général. Il y a quelqu'un maintenant, Yves Martin, sur Facebook. Je vous invite à aller voir ce qu'il publie. Yves Martin, c'est très 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 intéressant. Il y a des sites, il y a des groupes, je veux dire, uniformologiques sur Facebook. On voit des choses ressortir. C'est extraordinaire, quoi. Alors, il faut toujours prendre un peu avec des pincettes certaines choses, bien sûr, hein. Mais uniformologiquement, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, l'Internet, Facebook, voilà, la rapidité du transfert d'informations permet d'avoir accès à certaines choses qu'on n'avait pas forcément. Euh, et c'est clair qu'il y a certaines choses, il y a certains documents sur lesquels on travaillait, certains uniformologues, ben voilà, quand ils ont travaillé dessus, quand ils avaient une source, on peut imaginer qu'ils ne la donnaient pas parce que c'était leur source de travail et qu'ils voulaient pas la transmettre. Euh, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant,
on a la chance de pouvoir voir beaucoup de choses. En uniformologie, il y a quelque chose quand même que j'ai pas abordé, mais qui est très importante, c'est quand même d'aller voir les uniformes qui sont dans les musées. Faut pas les oublier quand même. Moi, j'ai parlé des uniformologues, donc des dessinateurs, des peintres, tout ça, mais faut aller voir quand même aussi dans les musées. Hein. Bon, il y a des uniformes qui sont au musée de l'armée, aux Invalides. Il y a des uniformes qui sont à l'Empéry. Pareil, il faut toujours quand même faire attention aux uniformes qu'on voit. Est-ce qu'ils sont vraiment d'époque? L'autre fois, on abordait, quand on parlait du sujet de l'histoire de la reconstitution, en fait, on abordait les uniformes de Christian Colmont, et qui est quelqu'un qui a fait énormément d'uniformes dans les années 90 pour la reconstitution, et qui a aussi fait des uniformes pour certains musées. Et en fait, c'était tellement bien fait que, en fait, il y a des uniformes après qui ont pu être pris pour des habits d'époque. Donc c'est vous dire un peu. Donc il faut toujours faire attention des pièces même qu'on a dans les musées, mais toutefois, ça reste des sources. Ça reste des éléments d'uniformologie, et c'est intéressant. Et pour ceux, où on sait que c'est, heu, c'est vérifié et que ce sont des uniformes Premier Empire, vraiment je vous invite à regarder les détails qui sont très très intéressants, et que nous, bien souvent, je vais dire sur 70% des uniformes en reconstitution, on ne retrouve pas. Quand on parle des pointes, vous parlez donc la partie qui est devant, là où il y a les agrafes, donc on a des revers, qu'on appelle les revers, hein, et en haut de ces revers, donc vers le col, on a des pointes. Et ben, allez voir dans les musées la qualité des pointes, hein, c'est tout fait à la main, il y avait pas de machine à l'époque. Et malheureusement, je pense que peut-être que la couture moderne à la machine, souvent avec certains artisans qui peut-être ne coûtent pas très cher, mais qui ne sont pas très consciencieux, qui ne vont pas dans les détails, et ben en fait on ne retrouve pas les détails, vraiment les détails qui vont faire que l'uniforme se rapprochera d'un uniforme historique. Voilà. Donc, veillez bien quand vous. C'est le conseil que je vais donner à ceux qui vont investir prochainement, ceux qui demandent à investir. Rapprochez-vous quand même de ceux des anciens qui ont les connaissances, qui ont les bonnes adresses, qui vont vous orienter vers les personnes qui vous feront un travail de qualité. Donc, voilà, c'est important. C'est pas parce qu'un uniforme est proposé même par quelqu'un qui a pignon sur rue, qui a un site internet très joli. C'est pas forcément lui qui vous fournira un travail de qualité et qui restituera quelque chose au plus proche de la réalité. Et je vais dire même la première démarche à faire, si cela vous est permis et si cela vous intéresse, mais la première démarche à faire, c'est de faire un minimum de recherche avant d'investir dans une tenue. N'hésitez pas à les rechercher, n'hésitez pas à les regarder, comment c'était fait, et puis à partir de là, vous verrez ce qu'il vous faut pour la reconstitution. Voilà. C'est un petit conseil, un peu en aparté, mais c'est un petit conseil, voilà. N'hésitez pas, bien souvent, sinon on peut se retrouver avec de l'approximation. Voilà, encore une fois, si ça contente certains, tant mieux, hein, voilà, moi je vais pas aller regarder ce que font, certains groupes, chacun est libre dans son groupe de faire ce qu'il veut. En tout cas, voilà, moi le conseil, c'est que si vous voulez vous sentir bien dans votre démarche historique, de reconstitution historique, intéressez-vous au moins minimum à l'uniformologie, renseignez-vous, et après allez vers les artisans qui vous offriront le meilleur service pour restituer ces recherches. Voilà. Ramius, tu as posé la question sur
Un détail. Alors là, c'est vraiment un détail. La couleur du bonnet de la trompette des grenadiers à cheval de la garde, blanc ou noir? C'est une très bonne question. Euh, Heu, je ne sais pas. Non, en fait, ça n'a jamais été tranché et la question, en fait, Rousselot lui-même l'a expliqué dans un carnet de la Sabre-Taxe, il me semble. Parce que c'est lui qui les a peints, ces chasseurs à cheval de la garde, comme les grenadiers à cheval de la garde pour les trompettes. Euh, le, En fait, il n'y a pas d'indication particulière dessus. Et comme dans les régiments de cavalerie de la ligne et les régiments d'infanterie de la ligne, les, les tambours et les fifres sont tambours, fifres et trompettes on porte un habit de la couleur inverse ou tranchante par rapport à l'uniforme standard, et bien du coup, il en a conclu que forcément, c'était la même chose dans la garde. C'est un argument qui se tient. Mais en réalité, difficile de l'étayer. Dans les collections privées, personne ne s'est manifesté pour ça. Je me souviens du forum de la FNAP, ça avait fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et, et notamment l'archéologue qui est déjà bien renseigné, on va dire qu'il y a un beau réseau. Il me semble qu'il en a trouvé un, mais je ne suis pas certain. Voilà, je ne veux pas m'avancer sur la question parce qu'il me semble qu'on ne savait pas si c'était un vrai info, une bêtise dans le genre. Donc voilà, une question difficile à laquelle il est difficile de répondre, il faut faire un choix. Ouais. Dans les autres questions, le bicorne n'était-il pas resté comme chapeau de route dans certaines unités? Euh, alors, possiblement dans la garde, oui, c'est possible. La garde ait gardé le bicorne. Après, la gendarmerie, je crois qu'ils ont gardé le bicorne parce qu'ils n'ont pas eu d'autres. Je pense pas qu'ils ont eu le shako, par exemple, la gendarmerie. Il y a certainement encore des unités, oui, qui ont gardé peut-être le, le bicorne, mais en tout cas, l'infanterie de ligne et l'infanterie légère, enfin, pour rester sur l'infanterie, à part les officiers, je ne vois pas. Non, je pense pas. En tout cas, qu'ils aient gardé le bicorne. Voilà, s'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Pas de bicorne dans la gendarmerie, pas de chapeau dans la gendarmerie, bicorne, et le chapeau était en dotation pour les unités portant un bonnet à poil. Portant un bonnet à poil. Voilà, donc à un moment donné, ça s'arrête. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce que certains ont des questions? N'hésitez pas à prendre la parole, à enlever votre micro. Ça serait cool d'approfondir. Oui, oui, oui. Seulement, je pense que la conférence, une conférence telle qu'elle est aujourd'hui, là, par audio, ne permet pas d'approfondir l'uniformologie. On peut montrer des photos, mais c'est compliqué. Ou alors, il faudrait que je vois comment on peut partager son écran et puis tout en ayant à l'écran des choses très précises en vous montrant avec le pointeur de la souris les choses, voilà, les parties de l'uniforme pour être intéressant de vous détailler les parties de l'uniforme. Voilà, je parlais des revers tout à l'heure, les retroussis de basques, même sur les chapeaux, les bonnets, voilà, expliquer le passepoil, les flammes, les distinctives en général, comment, voilà, ces détails-là. Là, on rentre vraiment dans des détails. Après, uniforme logique, ça serait intéressant. Ouais, Emmanuel, tu parles de classe virtuelle. Faudrait voir. Certainement qu'en partageant l'écran, ça serait possible si vous y avez accès. Je pense que si je partage mon écran, c'est possible. Voilà, ça a étudié en tout cas, ça mériterait beaucoup plus
de travailler en amont. Et voilà, quand je vois la conférence que je viens de faire un peu à l'arrache, voilà, il faudrait que je m'y mette bien longtemps à l'avance. Et puis certainement que certains d'entre vous seraient beaucoup mieux placés que moi pour approfondir ces questions-là. Mais en tout cas, à titre individuel, n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, Steve connaît énormément de choses. La béquille aussi, voilà, Nicolas connaît aussi énormément de choses. Maintenant, il y a certains d'entre vous aussi parmi vous dans le channel qui connaissent des choses. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez même en dehors des conférences, si vous avez des points de détail et on peut essayer de les traiter individuellement. Mais du moins pour une conférence beaucoup plus détaillée sur l'uniforme en lui-même, voilà, faudra y travailler longtemps à l'avance. Et Steve, oui, fait voilà, pour les questions basiques, c'est vrai que j'ai pas abordé ça, mais ça mérite d'être abordé quand même. Aujourd'hui, il y a des recherches qui ont été faites par des historiens modernes, hein, Alain Pijard et Bourgeot, qui ont fait l'encyclopédie des uniformes napoléoniens. Et donc ça, c'est intéressant dans le sens que Monsieur Bourgeot, qui a été à l'origine, enfin, qui a fait partie d'un groupe de reconstitution dans les années 90. Monsieur Bourgeot possède l'une des plus grosses collections privées en France. C'est la plus grosse collection, je pense. Il doit avoir plus d'uniformes, plus de pièces uniformologiques que le musée de l'armée sur la période Empire, hein, je parle. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, ce qu'ils ont écrit là-dedans, c'est très bien pour les questions basiques, comme tu as dit, Steve, et surtout qu'il y a certaines pièces qui viennent de collections privées qui sont intéressantes à voir. Et il y a des images pour étayer quand c'est un peu compliqué, parce que bon, d'écrire une étoile de retroussis, un ornement de retroussis, c'est un peu compliqué. Donc vous avez ce genre de détails qui sont très 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 bien. Voilà, qui sont des exemples. Après, ce qui est regrettable, je trouve, dans l'ouvrage, c'est que souvent, on s'appuie non pas sur les bases, mais sur les cas particuliers qui font le mythe en fait de la période. Donc on parlait des bonnets à poil tout à l'heure, on parlait pas mal de choses dans ce genre-là. Et voilà. Après, vous avez aussi les carnets de la sabretage qui sont en téléchargement libre, alors qui sont souvent très axés sur la cavalerie, parce qu'il y a toujours ce truc avec la cavalerie. Il y a un mythe autour de la cavalerie qui est assez insupportable entre la constitution infanterie. Mais il y a un mythe autour de la cavalerie et donc du coup il y a beaucoup d'unités qui sont présentées, re-représentées, re-représentées et voilà et qui sont encore pris avec les magazines militaria qu'on a aujourd'hui, comme Napoléon Ier, comme tous ces magazines qui reprennent en fait, qui passent leur temps à reprendre et qui ne changent pas forcément de point de vue. Voilà. Et il y a une question, est-il vrai qu'en début d'Empire, les soldats revêtaient leur grand uniforme pour la bataille? LOL. Les grands uniformes, en général, ils sont déjà jetés dès les premiers kilomètres à côté de la route, en fait. Voilà, ça c'est un beau mythe aussi. Je laisse la parole à Alexandre. Tu as dit quoi pour les grands uniformes? Le grand uniforme pour la bataille, non, c'est pareil, c'est un mythe. Les parties d'uniforme en fait sont lourdes, elles sont encombrantes, elles ne servent à rien. Et en fait, les soldats les jetaient sur les bas-côtés de la route dès les premiers kilomètres. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Voilà, ça reste de la conférence amateur sur un support audio. Donc voilà, je m'excuse d'avance pour les plus érudits si j'ai été approximatif, si voilà, je suis pas parti, j'ai loupé quelques détails. En tout cas, j'ai essayé d'être plus dans si on peut dire ça, la vulgarisation pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins et pour faire une première approche en espérant voilà, leur permettre
permettent ensuite d'aborder des choses plus concrètes.